Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Si vous savez ce que j'en ai à foutre! Pas d'erreur possible, on est bien en France. Écoutez, la satisfaction du client est la seule politique de la maison. Alors je leur ai dit, on insulte pas madame, qui a rendez-vous demain avec le général de Gaulle. Alors tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont insulté de Gaulle. C'est bien de caler ça, parler pour parler. J'ai été mis en cause, monsieur Jérôme, j'ai demandé un droit de réponse. Et la jeunesse? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, la jeunesse? La jeunesse, mon oncle? Elle s'en fout. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode du podcast de la chaîne Café Mauriac qu'on a décidé de faire en voyant que la dernière vidéo, le premier numéro du podcast avait plutôt bien marché. Vous pouvez d'ailleurs aller l'écouter ainsi que toutes les autres vidéos de la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour ce nouveau numéro, je suis toujours en compagnie d'Axel. Bonjour Axel. Bonjour Dimitri. Alors au sommaire, tu avais envie de parler du projet de loi immigration ? Ouais, ça me semble assez important, effectivement. Puis juste faire un rappel peut-être de ce qu'est la situation de l'immigration en France et pourquoi est-ce que effectivement c'est une urgence de légiférer dessus, même s'il y a des chances que ce soit juste un coup d'épée dans l'eau, encore une fois. Avec le gouvernement macroniste, on sait comment ça se passe. Alors, parce que effectivement, il y a beaucoup de confusion, y compris d'hommes politiques éminents sur ce sujet, ce qui leur a posé problème à de nombreuses reprises. Alors déjà, on a tendance à confondre ce qu'est étranger et immigré. Immigré, c'est une catégorie qui englobe une grosse partie des étrangers. Donc les immigrés, il y en a 7 millions en France. C'est en gros toute personne étant née en dehors du territoire, étant venue en France en étant étranger, justement. Mais elle peut avoir gagné la nationalité française depuis. Oui, on a immigré toute sa vie en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on va parler ensuite d'immigrés de deuxième ou de troisième génération. Et c'est pas une catégorie politique, c'est un indice statistique, mais c'est pas... Complètement. Et en revanche, des étrangers, c'est-à-dire des immigrés qui n'ont pas la nationalité française, mais aussi des gens qui sont nés en France et qui doivent attendre leur majorité pour obtenir la nationalité française, il y en a à hauteur de 5 millions en France. Voilà. Et donc, le croisement entre immigrés et étrangers est très large puisque c'est près de 80% des étrangers qui sont des immigrés et près de 90% des immigrés qui sont des étrangers aussi. Oui. Ce qui fait d'ailleurs qu'on nous rappelle depuis des années que le nombre d'étrangers en France ne bouge pas. Effectivement, c'est toujours 10% à peu près, depuis peut-être un siècle. Complètement. Ce qui est vrai, mais sauf que, évidemment, depuis un siècle, ce ne sont pas les mêmes étrangers. Tout à fait. En fait, ils sont régulièrement régularisés, ce qui fait que la situation n'est plus du tout la même, et que parler de 10% d'étrangers, faut dire que ça ne veut absolument rien 10% dire. d'étrangers, mais par exemple, il y a 10% d'immigrés de troisième génération aussi. Donc on voit bien qu'il y a une accumulation. Et évidemment qu'il y en a une partie qui se sont assimilés ou intégrés selon la terminologie qu'on décide de choisir. Mais vu qu'on est quand même dans une critique du communautarisme et que ce communautarisme, il a fini par exister, on voit bien qu'on ne peut pas parler uniquement en termes de flux, mais on doit aussi parler en termes de stock pour l'immigration. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes politiques refusent de faire, même s'ils ont un discours critique de l'immigration. Par exemple, les macronistes peuvent critiquer parfois l'immigration, mais vont jamais avoir cette réflexion-là. Oui, et puis si on parle de flux, on peut se dire par exemple qu'il y avait beaucoup plus de flux dans les années 60 qu'aujourd'hui. Sauf que la France des années 60, si vous regardez des photographies, elle ne ressemble pas à la France d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas raisonner seulement en termes de flux. Bien sûr. Puis il y a effectivement quelque chose qui saute aux yeux de tous, tout simplement. Après, il faut, parce que c'est l'argument qui est souvent employé également, différencier les immigrés qui seraient d'origine européenne et les immigrés qui seraient d'origine extra-européenne. Parce qu'évidemment, il y a une compatibilité culturelle qui est beaucoup plus importante. Alors, là, immédiatement, on va considérer qu'on est dans le champ du racisme, même si, à mon sens, ce n'est pas le cas. Il est évident qu'il y a des proximités historiques qui facilitent l'intégration de communautés dans d'autres. Enfin, je veux dire, il faut être débile pour ne pas voir ça. Et là-dessus, il faut noter que l'immigration d'origine africaine, c'est 50% de l'immigration aujourd'hui. On n'est qu'à 30% d'immigration européenne. Et d'autant plus que, même si on ne veut pas parler de race et même si on ne veut pas parler de civilisation, si on veut avoir une analyse purement matérialiste, économiste, presque marxiste, c'est tout simplement les immigrés européens viennent de pays qui ont un niveau de vie et une économie qui sont la même qu'en France. Ah oui, les immigrés européens. Okay. Ils viennent de sociétés qui sont... Un immigré italien, il vient d'une société qui est très proche de la société française. Ah, complètement, il n'y a pas ce déficit... Bon, il y a un moment où les pays de l'Est, lorsqu'ils sont entrés dans l'UE, il y a eu ça malgré tout. Même ça, c'est quand même beaucoup plus compatible.
Même si ça ne veut pas dire non plus que, par espèce d'opposition à l'immigration africaine, on devrait valider toute l'immigration européenne, par exemple. Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut faire aussi une critique de l'Union européenne à ce niveau-là, où on a l'impression que derrière la solidarité européenne que certains rêvent face à l'immigration africaine, il faudrait du coup renoncer à l'aspect souverain de la France. Donc on a le droit d'avoir des politiques d'immigration différentes, même si c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un grand enjeu commun en Europe face à la déferlante migratoire, réactivée par la crise italienne, quoi. Je crois que c'est 11 000 migrants, c'est ça? Pour une population de l'île de 6 000. En termes d'image d'Épinal, enfin d'Épinal c'est pas très à propos, pour parler de grand remplacement, ça me paraît être assez évocateur. Oui, oui. Oui, bah ça fait penser au camp des Saints, même si après ils seront redispatchés en Europe. Hein. Darmanin nous assurait que ce serait limité. Oui, bah on demande à voir. Oui, parce que dans tout l'ensemble des chiffres dont on vous a parlé, évidemment, on n'a pas compté l'immigration légale. Oui. Hein, qui est un point important. Il y a 250 000 visas qui sont délivrés sur les dernières années, pour seulement, hein, parce que l'argument de c'est contrebalancé par les sorties est erroné, puisqu'on a moins de la moitié qui repartent, en tout cas sur les dernières années. Ce ne sont pas les mêmes qui rentrent et qui repartent, en fait. En plus. Donc le solde est trompeur. Mais après, sur le projet de loi en tant que tel, on est vraiment dans une logique libérale parfaitement assumée. Il y a le bon immigré travailleur et le mauvais immigré qu'il faut expulser dans la logique de cette loi. Il faudrait aussi là peut-être se poser une question qu'on se pose très très peu dans le champ politique classique. Aucun responsable politique ne veut aborder, c'est que notre économie et notre système économique, il est basé en grande partie sur l'immigration aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, si on accepte de réduire considérablement les flux migratoires et de renvoyer une partie des délinquants étrangers, par exemple, etc., ça veut aussi dire remettre en question un certain nombre de nos pratiques. Accepter qu'on ne bosse pas que dans le tertiaire. Il y a ça, et puis il va falloir renoncer de toute façon à certains modes de vie. Quand on parle des restaurateurs, il faut peut-être rappeler que le restaurant, c'est un modèle qui en fait date du 19e siècle, qui repose sur de la main-d'œuvre, que de la main-d'œuvre en fait. Ouais. Et bon, il va peut-être falloir remettre en cause ce modèle. Et puis tout ce qui est, alors, évidemment, on pense aux livreurs à vélo, c'est un peu plus que ça. C'est aussi l'approvisionnement des supermarchés, par exemple, c'est en grande partie que ça repose sur de l'immigration. Parce que l'immigration, c'est une manne régulière de main-d'œuvre pas chère, docile et massive. Complètement. Alors, justement, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'est le projet de loi, en somme, c'est un durcissement des modalités d'accession à la nationalité ou au fait d'avoir un visa. C'est un traitement, en tout cas une volonté de traitement plus rapide des demandes d'asile, avec un changement de procédure administrative. Mais en contrepartie, face à ce durcissement vis-à-vis de la politique d'immigration, on a une volonté de régulariser dans les métiers en tension. Alors je crois qu'ils ont été listés, je ne me souviens plus exactement de la taxonomie en place. Il me semble que c'est sur tout ce qui va être aide à domicile à la personne, manutention et restauration, effectivement. Oui, et profession médicale. Très bien. Vous êtes content, hein, vous aurez des étrangers pour vous laver le cul lorsque vous serez en EHPAD, bravo. Mais ouais, ça illustre tellement bien l'idée macroniste du confort bourgeois, cette loi. Et puis, enfin, ce que tu as dit quand même très clairement, c'est qu'on voit quand même qu'il n'y a aucune remise en question des dynamiques à l'œuvre depuis 30 ans. En fait, ce qu'on va faire, c'est peut-être rationaliser le processus, aller plus vite, faciliter les procédures, éventuellement les procédures d'expulsion, mais enfin, je demande à voir. Je crois que le but est de modifier un peu la procédure d'OQTF, et puis de faciliter effectivement l'immigration de travail. C'est littéralement rien de nouveau, et surtout rien ne changera par rapport à ce qui se fait depuis 30 ans sur ce qu'on appelle l'immigration de peuplement. Oui. De fait, c'est pas une immigration prévue, mais personne ne pose cette question dans ce projet de loi. Mais aussi d'un point de vue très, très concret, hein, dans le remaniement des procédures, c'est aussi nécessaire d'un point de vue de l'efficacité de notre justice, puisque je crois qu'à peu près 50% ou pas loin
du temps qui est consacré par les fonctionnaires en justice administrative est lié justement aux demandeurs d'asile, aux régularisations, à ce genre de choses. Donc ça prend quand même une place colossale dans notre système juridique. Ouais, la loi est censée simplifier un peu ce qu'on appelle le contentieux des étrangers, effectivement. Passer de 12 procédures à 4. Simplifier la procédure, c'est une chose, hein, mais je pense qu'il y a une question de personnel aussi. Ouais. Ce sera intéressant en revanche de voir comment est-ce que les Républicains vont se positionner vis-à-vis de ce sujet, puisque bon, le Rassemblement national et Reconquête, on sait très bien qu'ils seront relativement intransigeants a priori là-dessus, mais les Républicains, ils seraient susceptibles de céder, et puis Ciotti a agité quand même le fait qu'il n'hésiterait pas à aller jusqu'à la motion de censure sur ce sujet-là, mais on a bien vu qu'ils sont tellement préoccupés par l'idée de perdre les quelques sièges qu'il leur reste à l'Assemblée nationale, que ça semble peu probable qu'ils aillent jusque-là. On verra bien ce qu'il en est. Justement, il me semble que cette thématique est un petit peu liée à la venue de ce bon pape François à Marseille, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, avec un discours très angélique justement sur la politique migratoire et d'accueil de l'autre que doit mettre en place l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut en penser vraiment ? Est-ce que le pape est vraiment censé déterminer notre discours politique national ? Je pense pas. Non. Et en même temps, pour avoir vu pas mal de réactions d'hommes de gauche sur Internet, il y avait vous voyez, la droite face à ces contradictions, ils prônent le christianisme et le catholicisme comme valeur, mais au final, dès lors qu'il faut l'appliquer, c'est juste un rappel de l'histoire. Le catholicisme, c'est juste les croisades, mais derrière, l'accueil de l'autre, l'amour de son prochain, la résilience, c'est des choses qui les dépassent. Il y a cette critique. Qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à cette accusation d'hypocrisie de la gauche ? Personnellement, je serais plutôt d'avis de ne pas mêler la religion et la politique, en gros, et d'autant plus qu'il y a une tradition française d'indépendance vis-à-vis de Rome, hein, on va dire. C'est pas parce que la France était la fille aînée de l'Église qu'elle s'est toujours très bien entendue avec ses papes. On se souvient que Napoléon a enfermé un pape. On a une jurisprudence assez libre sur ce sujet. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec y compris les catholiques de notre camp qui essayent de justifier, à l'inverse, la politique par des citations de l'Ancien Testament où Jésus n'avait pas pour objet d'édicter une politique migratoire dans un cadre national. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. C'est anachronique et c'est même. Je crois que Jésus est au-dessus de ça. Oui, mais je crois que l'argument qui revient souvent, qui a une certaine pertinence, c'est de dire le prochain, c'est aussi celui qui est proche. Et donc c'est d'abord ordonner ce qu'il y a autour de soi avant de réfléchir à ordonner l'intégralité du monde. Oui, je crois que saint Thomas d'Aquin a écrit des choses dans ce sens. Mais bon, l'essentiel, c'est surtout de rappeler que le catholicisme est une spiritualité, et que c'est quelque chose de personnel, et que ça a été pensé pour être un rapport à l'autre de la personne, et pas un rapport à l'autre du point de vue de l'État. Il n'y a pas cette médiatisation de l'État dans le christianisme, et d'ailleurs la question ne se pose pas du tout en ces termes-là à l'époque. Donc c'est d'un côté comme de l'autre un contresens historique aussi de faire ces comparaisons-là, je crois. Voilà, et profitons peut-être, juste un moment puisqu'on parle du pape, pour évoquer la dissolution de Civitas annoncée par Darmanin depuis quelques semaines. On soutient évidemment l'association face à la dissolution. Évidemment, bien sûr. Et puis on voit encore une fois quand même le deux poids deux mesures. Quand une association d'extrême gauche est dissolue, le juge administratif opère une suspension, et quand c'est une association d'extrême droite, comme Génération Identitaire ou Civitas, on n'a pas droit à... Ou même les soulèvements de la terre, très récemment. Oui, c'est à ça que je faisais allusion. Oui. Les faits qui leur sont reprochés, alors c'est des propos souvent de militants isolés. Non, et puis surtout, de toute façon, peu importe ce qu'ils aient dit, dire la nuisance de Civitas, c'est absolument rien. Exactement. Quand bien même ils seraient, moi je ne sais pas exactement sur leur ligne, mais enfin on peut leur reconnaître qu'ils sont des patriotes sincères, et quand bien même ils seraient des grands méchants, ils n'ont absolument aucun pouvoir. C'est pas Civitas qui fait du mal à la France aujourd'hui. Ah non, ça... À la limite, ils n'ont pas le pouvoir. Effectivement. Et d'ailleurs, ça nous amène aussi au sujet sur Alain Soral, récemment condamné en Suisse à 2 mois de prison ferme, pour une phrase.
On est vraiment dans le délire absolu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tellement absurde qu'il y a une réaction, notamment des anglo-saxons qui ont une culture de la liberté un peu plus résistante que la nôtre et qui trouvent ça quand même complètement absurde. Après, on sait très bien qu'ils payent 20 ans de procédure. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ils ont trouvé le prétexte pour le punir. Puis, sur Civitas, un mot tout de même. J'avais vu passer une semaine avant l'acte de dissolution, justement une enquête sur BFM TV de 20-30 minutes justement sur les actions du méchant Civitas. En plus, vraiment, tu as tout le folklore du groupuscule dangereux, tu sais, la mise en situation avec les musiques effrayantes en fond, Bilal Hassani terrifié sur le plateau de Quotidien. Oui, mais ceci dit, tout ça va bien dans le sens de la politique de lutte contre le séparatisme, dont on parle depuis quelques années. C'est-à-dire que sous couvert de soi-disant lutter contre on va dire, le communautarisme et l'islamisme, qui est toujours, évidemment, le mal avance toujours par le bien. Hein. C'est toujours au nom du bien que les choses se font. Et puis finalement, on sait très bien que si on parle de séparatisme, c'est parce que c'est séparatisme contre la République et que ce sont en fait les groupes résistants à la République qui sont les premiers visés. Oui, peu importe que ce soit des solidarités, que ce soit locales ou religieuses, nécessaires justement à l'épanouissement de l'individu. Mais on est dans le tournant totalitariste qu'on évoquait déjà dans le précédent numéro. On ne laissera aucun répit à ceux qui veulent exister en dehors de la République. Tout à fait. Et derrière, on va effectivement diaboliser, leur mettre les oripeaux des plus extrémistes des siècles précédents, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Civitas, c'est l'Inquisition et les associations musulmanes sont nécessairement des terroristes aussi. Oui, on est dans une diabolisation qui n'a aucune nuance. Bon, alors voilà pour la religion. Tu voulais évoquer, je crois, l'affaire Sarkozy. Ah oui, effectivement. Donc l'affaire Sarkozy, pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, parce qu'il y en a peut-être tout simplement qui n'étaient pas nés lorsqu'elle a commencé, c'est un feuilleton qui n'a que trop duré. Hein. Je pense que l'affaire Sarkozy, Paul Bismuth, Kadhafi, c'est à peu près l'équivalent de Plus belle la vie en termes de longévité. Ouais. On doit être sur le même délai puisque ça commence en 2007. Alors c'est dévoilé 4 ans plus tard, mais ça commence en 2005 même, lorsque apparemment Nicolas Sarkozy aurait mandaté Brice Hortefeux pour faciliter des échanges entre le gouvernement libyen et Nicolas Sarkozy pour financer sa campagne présidentielle de 2017. Ça, c'est ce que révèle Mediapart donc en 2011. 2007, oui, pardon. C'est ce que révèle Mediapart en 2011. Apparemment, ils ont eu accès à des documents qui attestent qu'il y a une volonté, pas que la transaction s'est effectuée, mais qu'il y a une volonté d'une transaction d'un montant de 50 millions d'euros. Et je rappelle qu'une campagne présidentielle est plafonnée à 20 millions d'euros. Donc vous voyez bien l'influence que ça peut avoir déjà sur la campagne, mais au-delà de ça, simplement sur la pratique politique qui pouvait être à l'œuvre. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance, pas pour ce chef d'accusation-là, mais a été condamné tout de même, parce que derrière, il y a eu des soupçons de volonté de corruption, de passer outre la surveillance des magistrats. Et donc, on a une succession d'affaires judiciaires entre 2012 et 2023, où il a été mis en examen aujourd'hui même, le 6 octobre. Qu'est-ce que ça dit en fait de l'image du président ? Moi, ça me fait penser en fait à la fin de la Troisième République et les scandales à répétition qui mènent d'ailleurs à une espèce de sursaut moral dans les années 40. Le sursaut, c'est pas pour rien si la Troisième République débouche sur Pétain et oui, que ce soit la Révolution nationale. Hein. Bah oui, effectivement. D'un côté, on a l'impression d'une grande guignolade. Oui. C'est absurde, quoi. Il y a presque plus rien à en dire. Et pourtant, il faut peut-être mettre ça aussi en parallèle avec les lois de transparence successives qui ont eu lieu, cette volonté justement de contrôler à tout prix l'action politique. C'était un des arguments d'ailleurs que mettait en avant Sarkozy lorsque certains contrats libyens étaient un petit peu tendancieux. Il disait, écoutez, tant que je fais marcher les entreprises françaises, est-ce qu'on s'en fout pas de la méthode derrière ? Et pareil, est-ce qu'il vaut mieux éluder ce genre de questions pour se concentrer sur la grande politique ou, au contraire, considérer que ça témoigne vraiment d'un personnel politique qui est de moins en moins
morale. Oui, voilà, je crois que ça dépasse les questions de personnel politique. C'est une question de corruption généralisée. Et pourtant, il y a encore un fétiche de Nicolas Sarkozy à droite, comme si quelque part le côté je résiste à tout avait un attrait. Oui, mais bon, est-ce que ça c'est vraiment significatif? C'est la marge, c'est sûr. Et Sarkozy, qui de toute manière, en termes de manigance, est un habitué. En même temps, il est appris auprès des meilleurs. Hein. Et ce qui nous donne l'occasion justement de parler de Jacques Chirac, mais surtout de son épouse, puisqu'on est allé voir hier soir, pour préparer cette émission, Bernadette. Oui, le film qui est sorti cette semaine à propos de la conjointe de Jacques Chirac, dans lequel on voyait notamment un acteur jouer Sarkozy, le jeune Sarkozy, plein d'ambition, des années 90. Quelques intuitions qui nous étaient venues en regardant ce film. Dire que, bon, c'est pas un mauvais film, mais on a trouvé ça un petit peu... C'est bien réalisé sur le plan esthétique et plutôt bien mené. Simplement, on a trouvé que ça manquait un peu de nerfs et un peu de rythme. Ce qui probablement vient du fait que la vie de Bernadette Chirac, surtout en tant que première dame, n'est pas des plus passionnantes du monde et que ça venait probablement aussi d'une espèce de mode actuelle depuis quelques années qui est de dire derrière chaque grand homme il y a une femme et surtout sans une femme il n'y a pas de grand homme. Et de résumer comme on a résumé à Picasso, à sa compagne, ou si on veut faire un biopic sur les Chirac, c'est quand même à Jacques Chirac qu'il faut s'intéresser en premier lieu. Sur Bernadette... Non, mais c'est vrai que sur Bernadette Chirac, en tout cas c'est une première dame plus emblématique que les épouses Mitterrand, Estaing et De Gaulle. Oui, c'est peut-être la première qui est un peu médiatisée à ce point-là. Ce qui dit quelque chose d'ailleurs de la médiatisation des hommes politiques de manière générale. Et d'ailleurs, elle a ouvert le pas, puisque ensuite, toutes les premières dames ont eu un rôle médiatique important. Tout à fait. Jusque la mise en scène de la rupture. Carla Bruni, l'affaire de la rupture. Mais justement, c'est aussi la faiblesse du film. Alors, à mon sens, c'est quelque chose de très agréable à regarder, mais c'est pas suffisamment drôle pour être une bonne comédie, et c'est pas suffisamment fin psychologiquement pour être une bonne biographie. C'est globalement comme ça que je résumerais la chose. Le biopic politique, c'est toujours un peu difficile, et je crois pas qu'il y ait eu de chef-d'œuvre absolu dans ce genre-là. Hein. C'est quand même toujours bancal, parce qu'en général, on a l'écueil qui est de ne faire que de la reproduction, avec en général le jeu des sosies. Il faut trouver des sosies. Ce qui n'est pas le truc le plus difficile du monde, d'ailleurs. Voilà, le Chirac est pas mauvais, les acteurs sont plutôt bons, à part le Sarkozy qui ressemble pas du tout à Sarkozy. L'acteur de Chirac est plutôt bon, hein, je me souviens plus qui est-ce. C'est Michel Villermoz, je crois. Ok. Bon, évidemment, Deneuve est très bien dans son rôle. Bien sûr. Mais il y a un côté effectivement guignolesque là, au double sens du terme de Chirac, puisqu'on lui prête aucune subtilité politique. On le voit comme quelqu'un de complètement hors sol et qui pense uniquement à travers les sondages, alors que Bernadette, elle, sentirait le terrain en parlant aux vrais gens. Truc très démago quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on nous fait quand même le portrait d'un Chirac complètement niais et imbécile politiquement, et comme si presque le grand esprit politique, on plaisante pas, hein, c'est vraiment ce qui est montré dans le film, c'était Bernadette Chirac, qui prédit dans le film à plusieurs reprises la défaite des législatives de 97, alors que les ministres de Chirac pensent que ça va être une victoire. Bernadette dit « tu ne devrais pas dissoudre ». Bon, bah, il dissout et il perd la majorité. Et ensuite, en 2002, elle prédit que le Front National va passer au second tour. Ce qui est un peu ridicule, parce que si le Front National arrive au second tour, c'est pas parce qu'il fait une poussée formidable. En fait, il gagne, il passe de, je crois, 15 à 16,5% entre 95 et 2002. Il n'y a pas de Front National formidable en 2002. En fait, il y a l'échec de Jospin. Oui. Je rappelle que 16,5% ou 17%, c'est pas du tout un score nécessaire pour passer au second tour dans aucune élection. En général, on fait 20, 25, 30% comme Sarkozy en 2007. Mais 16,5% n'a jamais été un score pour passer au second tour. Donc c'est un peu ridicule. Puis surtout que dans les deux cas, justement, à faire un film politique, autant mettre un petit peu de finesse et justement pas être caricatural, parce que De Villepin là-dessus, qui serait celui qui a conseillé donc la dissolution à Chirac dans le film, je ne sais pas si c'est vrai, je crois que oui. D'après la réalisatrice, c'est pas exactement un biopic, c'est à moitié c'est brodé du faux et de la fiction autour de
vraies anecdotes. Mais enfin, ce sont des anecdotes, restent des anecdotes. Et comme on le disait, c'est un peu ridicule parce que le vrai animal politique, c'est Chirac et il est montré quand même comme un abruti dans ce film. Oui. Après, c'est vraisemblablement le kiff de la réalisatrice de se dire « Ah bon, on va vraiment faire quelque chose de juste drôle, mais c'est même pas tant réussi que ça à ce niveau-là. » L'inexactitude aurait été tolérée justement si ça avait été vraiment hilarant. Mais en l'occurrence, juste dire « Ah mon Dieu, tous oui, ces un peu comme des abrutis. La mort de Staline. Je sais pas si tu avais vu le film. Oui. Qui brodait autour de... C'est pas tout à fait vrai, mais comme le film est très réussi, on lui pardonne. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, typiquement... Ou Papy fait la résistance, ou ces films historiques où la vérité n'est pas l'ambition première. Oui, et puis surtout que si on prend les deux exemples dont on a parlé, en 97, alors bon, de fait, ça a été une erreur politique majeure de dissoudre, mais c'était pour éviter une cohabitation qui était quasiment certaine 3 ans plus tard. Donc il y avait une cohérence, justement. C'est pour ça que ça amène à la réforme constitutionnelle derrière pour supprimer le septennat, pour éviter les cohabitations, et en voyant que sa stratégie-là n'a pas marché. Et en 2002, personne n'aurait pu dire que c'était Le Pen au second tour. C'est surtout, justement, comme tu le disais, le fait que la gauche soit ultra divisée, avec à la fois Chevènement et à la fois Taubira, qui crée cette défaite, et pas du tout que... Mon Dieu, du terrain, je sens que les gens sont plus racistes qu'avant. Oui, alors il faut quand même dire que le traitement de la campagne de 2002 est vraiment le truc le plus ridicule du film. Ouais. Avec le Chirac qui s'inquiète du racisme des Français. Enfin. Une biographie qui se veut humoristique, mais qui, à y être justement, aurait pu faire quelque chose de moins bateau, de seulement traiter la partie de leur vie commune qui va en gros de 95 à 2007. On leur aurait pardonné de passer rapidement sur ces événements si derrière ils avaient donné un petit peu plus de largeur biographique à justement, puisque tu dis que c'est pas très sérieux, en fait c'est un peu ce qu'on se disait aussi hier, c'est que on est dans cette dépolitisation complète. Et il y a une espèce de mouvement depuis quelques années dans le cinéma français où on a des films politiques qui sont en fait très peu politiques. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait un film avec Dujardin sur Sarkozy et Hollande qui essaie de refaire un coup pour revenir au pouvoir. Ah. Le film est un peu passé à la trappe, mais c'était complètement dépolitisé là aussi. Oui, comme si c'était juste des personnalités qui... Oui, mais à mon avis, ça dit quelque chose de... Ça dit de notre société pour vivant être dans un peu une caricatural. Non, mais si tu veux, il y a tellement plus rien à attendre de la politique et... Comment dire, On considère que c'est juste des individualités qui se présentent à nous et que c'est pas des représentants de familles de pensée, que c'est pas des visions de la France. En fait, comme en gros les politiques n'ont plus vraiment le pouvoir, tout ce qu'on peut en faire, c'est ils sont réduits à des personnages complètement de films, complètement creux, et d'ailleurs il n'y a rien de politique dans le film. Et en même temps, ils jouissent aussi quelque part, parce que c'est une surenchère de ce côté people, de cette volonté de pas être toujours plus cool, toujours plus sympa. Enfin, le phénomène n'a fait que s'accélérer depuis. Enfin, alors je sais qu'on sort ces exemples à chaque fois, mais McFly et Carlito à l'Élysée, quoi. Hein, c'est la suite logique de cette pipolisation. Et puis il y a aussi un autre film avec François Civil, là je vois la bande-annonce depuis un moment. C'est un type qui tombe amoureux d'une zadiste, et lui c'est un policier en civil. Ah oui. Comme ça. En fait, on voit qu'il n'y a plus rien de politique. La politique, c'est réduit à des histoires d'amour, des... Là, ça avait l'air marrant, au moins. Oui, peut-être, mais enfin... Mais est-ce que c'est pas le cinéma français qui a abandonné l'idée de faire des films sérieux, des thrillers politiques Oui, enfin, il y a tout un tas de choses à dire. D'abord, sur le fait que le cinéma étant très subventionné, il n'a peut-être pas intérêt à être trop mordant. Et puis, et en plus, il y a des stratégies quand même de cinéma familial aujourd'hui. Le but des films, comme le cinéma est en crise, il n'y a plus tellement des moyens pour faire des films qui seraient dérangeants, quoi, trop clivants. Tout à fait. Et puis, mais il y a eu à une époque des films quand on regarde les derniers films de Verneuil, où il y a des films vraiment politiques dans le cinéma français, mais enfin ça date des années 70. Mais je crois que c'est Antoine Goya qui, justement, alors effectivement, c'est pas la famille politique, mais qui montrait qu'au final, qu'on soit de droite ou de gauche, il y avait une lassitude vis-à-vis de ça.
Enfin, typiquement, l'héritage, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On est sur les gauchistes trouvent que c'est un film de droite et les droitards trouvent que c'est un film de gauche. Et au final, ça n'arrive à satisfaire personne, et si ça fait beaucoup d'entrées, c'est juste parce que c'est potache et que ça fait passer le temps, mais il n'y a aucune ambition derrière. Bah, de toute façon, plus sérieusement, le cinéma politique m'a jamais tellement intéressé. Qu'est-ce qu'on a comme cinéma politique? En général, on a les films de propagande de l'URSS ou de l'Allemagne nazie. Qui sont très drôles, plus drôles que Bernadette à certains égards d'ailleurs. Plus réussis parfois esthétiquement. Et puis même à une époque, puisque je parlais un peu du cinéma français, pour remettre en cause ce que je viens de dire, et faire mon autocritique, il y a eu à une époque Costa Gavras, par exemple, qui faisait des films dans les années 70-80, des films à thèse vraiment, mais c'était lourdingue en fait. Et même si c'est des films relativement réussis sur le plan formel et esthétique, parce que Costa Gavras c'est un type qui est un faiseur tout à fait correct, quand on regarde Z ou L'Aveu, c'est un peu... Il n'y a pas de place, il n'y a pas de respiration, il n'y a aucun espace pour le spectateur. Ouais. C'est du film où on vous donne tout et c'est à vous de digérer tout ça d'un coup. C'est trop cadré pour moi, trop directif. Ouais. Et le cinéma, l'art politique en général, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est rarement intéressant. Mais souvent on sent trop l'intention et que c'est pas un plaisir esthétique pour un plaisir esthétique. On y perd sur le plan esthétique et on gagne pas tellement sur le plan politique. En tout cas, merci camarades pour votre autocritique. Et je vous en prie. Le parti va vous réhabiliter. Ou alors, bah non, mais ceci dit, c'est pas tout à fait contraire à ce que je disais, puisque précisément, les films de Verneuil dont je parlais et d'autres films qui en fait sont très intéressants, sont souvent pas des films politiques de premier plan. Ce sont des polars ou parfois des comédies, mais souvent ont un argument scénaristique un peu simple au premier abord, mais qui parfois porte une vraie critique puissante de leur temps. Tout à fait. Puis, il y a quand même un autre écueil qu'on trouve beaucoup dans les séries politiques, plus que dans les films politiques, là, cette fois, je crois. C'est, autant d'un côté, on a effectivement, comme tu le disais, la dépolitisation des films grand public sous un ton, on va dire, léger, comique. De l'autre côté, on a aussi la dépolitisation, on va dire, inverse et caricaturale du politicien qui est purement magouillard, mais très sombre, dans des ambiances très sombres, où, mon Dieu, tout n'est que complot, et au final, il n'y a aucune sincérité idéologique quelque part. Et donc, il y a aussi cette caricature-là qui est fréquente dans les séries. C'est pas du tout de la politique. Ouais. C'est, encore une fois, ce sont des personnages, quoi. Des personnages de carton-pâte. Oui. Mais oui, je cherche un peu des exemples de films intéressants. Il y a un film que j'ai vu il y a 1 an ou 2 dont je t'avais parlé, qui s'appelait Le Chêne d'Allouville, je crois. D'accord. Qui est une espèce de comédie avec Jean Lefebvre et Bernard Ménez des années... oui, tu m'en as... Début des années 80, qui est vraiment le truc... un film qui a dû passer au second plan complètement, et qui est très bon politiquement. En fait, c'est l'histoire d'un petit village qui a un arbre centenaire, qui existe vraiment, je crois. Oui. Et multiséculaire même, qui va être abîmé parce qu'on veut faire passer... on veut construire une route et ça va mordre sur les racines de l'arbre. Et les villageois menés par le curé du village, il y a quand même une symbolique, vont s'opposer fermement au projet du maire qui est plutôt un opportuniste. Enfin, il y a vraiment, petit à petit dans le film, une vraie symbolique autour du paysan qui résiste contre le CRS. Il y a une bataille entre les villageois et les CRS, avec la République qui veut s'imposer. Quelque chose aussi sur la modernité, le progrès qu'on n'arrête pas, etc. C'est vraiment un film d'abord drôle et puis politiquement très fort et bien plus fort que les 3/4 des films soi-disant politiques. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter sur ce conseil cinéma, justement. Ben oui. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce numéro vous aura plu autant que le précédent. Et surtout, n'oubliez pas plutôt de liker la vidéo, de vous abonner et de partager notre contenu et de vous intéresser aux vidéos précédentes.